Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle entrevue et je suis accompagné du concepteur de jeu ainsi que designer d'application, René-Pierre Desgélina, qui vient nous parler en fait de l'entité Fari, qui semble être plusieurs choses à la fois, et ce que nous allons décortiquer aujourd'hui ensemble avec lui, afin de plus comprendre, connaître ce créateur qui commence à se faire de plus en plus connaître sur la scène anglophone que francophone. Alors, bonsoir René-Pierre, ça va bien? Bonsoir, ça va très bien, puis toi? Ça va numéro un. Je pense que j'ai dit bonsoir et bonjour différemment dans la même phrase, mais c'est pas grave, on est là pour avoir du fun. Hey, d'ailleurs, avant de commencer, merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec moi de tout ce que tu fais en fait, parce que je trouve ça vraiment malade, parce que habituellement, quand je passe quelqu'un en entrevue, souvent c'est précis sur un aspect, tu sais, comme un jeu ou une affaire, mais là, il y a comme tellement de choses à englober que c'est pour ça que j'étais comme un peu par où on l'attrape? Comment est-ce que je le présente? Faut-tu donner un titre particulier? Fait que je suis vraiment content de t'avoir avec moi afin de discuter de tout ce qui, l'entité Fari et tout ce que ça implique et tout ce que ça concerne en ligne et sûr avec le jeu de rôle sur table pour les gens qui se posent la question présentement et qui ne savent pas du tout c'est quoi. Donc, avant de commencer, parle-moi un peu de toi. Parle-moi un peu de toi. Parle-moi un peu de, en fait, qui est René-Pierre Desgélina? Qui est on va dire, ton espèce de parcours rôliste en quelque sorte? Comment est-ce que tu as débuté dans le milieu? Oh, ça, c'est une bonne question. Mais avant, je rouvre une parenthèse. Gros, Oui. gros, gros merci comme de l'invitation. Je suis vraiment très, très content et même honoré là, de jaser avec toi. Là, je te mets plein de pression. Là, je te lance des fleurs. C'est ça Euh, qui se passe. C'est... j'ai ça, me faire donner des compliments, mais je me pratique pour en recevoir, donc je les prends. Merci. C'est gentil. Ben écoute, ça me fait plaisir. Pour moi, ça fait partie de notre mandat chez Coup Critique on va dire, de mettre de l'avant, autant de démocratiser le jeu que de mettre de l'avant les créateurs d'ici, alors qu'on a vraiment des gens qui ont plein de talent, qui demandent juste des fois à avoir juste le petit pouce, le petit push, on va dire, pas nécessairement marketing, mais publicitaire vers l'avant. Ouais. Donc, pour moi, c'est un bonbon de pouvoir discuter avec toi, avec des gens comme toi qui viennent nous présenter en fait ce que tu fais. Mais là, cessons de se lancer des fleurs. Rentrons dans le cœur du sujet. Parle-moi un Oui. peu de ton origine en termes de l'origine du rôliste en toi. Oui. En fait, comme probablement beaucoup de monde, comme là où j'ai comme commencé mon aventure de rôliste, ça a été avec Donjon Dragon. Je pense que c'était probablement l'édition 3.5. Je devais avoir comme 12-13 ans, puis on avait un Game Master au secondaire qui comme organisait un truc sur l'heure du dîner. Fait qu'avec une couple d'amis, comme on a fait, hey, on devrait s'inscrire. Euh, Ça a été un début dans cette aventure-là très problématique parce que les gens avec qui j'ai joué, de la façon dont ça a été, c'est qu'on a commencé à jouer. Il y a un des joueurs qui a dit Hey, est-ce que je pourrais comme prendre une corde, ligoter René Pierre et lui lancer une lampe à l'huile et voler tout son équipement? Le maître du jeu l'a laissé faire. Il a réussi son jet de dés. Je suis mort et je n'ai pas retouché au jeu de rôle jusqu'à comme la fin de ma vingtaine. Est-ce que c'était sa première expérience de jeu à lui aussi? Le maître du jeu, les Non, joueurs. le joueur, le joueur. Le joueur, oui. Parce que souvent, c'est ça, quand tu commences, on dirait que là, tu es comme. Moi, je me rappelle, on vire un peu berserker avec l'idée de la possibilité de pouvoir faire exactement tout ce qu'on veut. Il n'y avait pas de limitation Ouais. d'un jeu vidéo. Fait que je peux comprendre le move, bien que je trouve ça très désolant en même temps pour toi, malheureusement. Malheureusement. Mais là, tu dis que tu as arrêté jusqu'à ta fin vingtaine. Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier qui t'a fait replonger dedans à ce moment-là? Euh, je me rappelle plus. En fait, j'ai un ami qui me parlait comme d'un jeu qui s'appelait le Mythic Role-Playing Game ou le Mythic System, qui était comme un jeu avec un oracle et tout. Puis il me disait qu'il avait commencé à lire ça. Il avait commencé à lire un jeu qui s'appelait Blades in the Dark. Puis il disait, oh, on Ouais. pourrait peut-être jouer ensemble. J'étais comme, OK, ben, c'est intéressant et tout. J'ai commencé à relire un peu sur les jeux de rôle. J'ai recommencé à lire un peu sur Donjon Dragon. J'avais un ami aussi qui voulait se partir une campagne et tout. Puis finalement, comme à ce moment-là, j'ai découvert le système de jeu Fate par Evil Hat Productions. Mhm. Puis là, je suis comme tombé en amour avec ce système-là. J'ai dit, ah, ben, j'ai envie de commencer à animer comme des sessions pour des amis. Puis on a fait ça pendant quelques mois. Puis la COVID est tombée. La pandémie a commencé. Puis je me suis retrouvé dans une situation un peu où, bon, ben, comment qu'on fait pour continuer à jouer en ligne? Puis là, on s'est posé un peu des questions justement à se dire, ah, ben, est-ce qu'il y a des plateformes web qu'on pourrait utiliser pour jouer?
Puis moi, je suis avant tout un développeur logiciel de jour. Donc, je suis développeur logiciel logiciel d'application web. Donc, moi, j'ai comme vu ça comme une opportunité. J'ai fait, ben, je vais faire un petit challenge, puis je vais essayer de faire une application qui va nous permettre de jouer à Fate, mais en ligne, parce que je trouvais que Roll20 était beaucoup concentré sur les cartes, puis déplacer des tokens sur une carte et tout, alors que Fate est beaucoup plus comme narratif. Puis comme, fait que j'ai comme décidé de faire une application. On a commencé à l'utiliser avec mes amis. Puis finalement, j'ai comme fait, ben, ça pourrait être intéressant que d'autres personnes, peut-être que d'autres personnes seraient intéressées à l'utiliser également. Je l'ai publié comme sur le web, puis ça a été vraiment comme un peu le début de mon aventure en tant que créateur, comme de trucs reliés au jeu de rôle. OK. OK. Puis dans le fond, c'est suite à ça que ça l'a pris. Est-ce que dès le début, ça avait le nom de Fari, comme application Fari ou Oui, oui. Ben, en fait, je cherchais comme un nom comme intéressant et tout, puis je suis comme pour une raison quelconque, je me promenais sur Google Translate, j'essayais de traduire des mots dans une langue et dans une autre. Oh, Puis ouais. j'ai traduit faire ou to do en anglais en espéranto, qui est comme une langue, un concept de langue universelle, quelqu'un qui comme dit je vais créer une langue que tout le Ouais. monde va pouvoir utiliser puis qui est facile à apprendre. Puis ça s'était traduit en Fari. Je trouvais que ça sonnait bien. J'ai acheté le nom de domaine, je l'ai publié, je l'ai après ça distribué, j'en ai parlé à des gens sur le subreddit de Fate, puis commencer tranquillement à partir de ce moment-là. OK. Ben, écoute, c'est vraiment cool. Là, là, tu me mentionnes que tu l'as fait à la base, tu l'avais publié, tout ça. Je présume qu'à la base, il devait être en anglais ou en français? Originalement, je l'avais publié en anglais. Là, OK. maintenant, l'application, comme je l'ai distribuée libre, le code est libre. Mhm. Donc, les gens, n'importe qui sur Internet peut aller le regarder et tout. Le VTT il est gratuit, donc n'importe qui peut l'utiliser sur fari.app. Puis aussi, grâce à ça, ben là, il y a plein de gens dans la communauté qui l'ont traduit. Je pense qu'il y a environ une dizaine de langues là, Ah qui, ouais. ouais, C'est quand même très il y a cool, ça. du russe, du chinois. Il y a quelqu'un qui l'a traduit en espéranto aussi, parce que vu que le nom c'est en espéranto, quelqu'un qui a dit ben moi je vais le traduire au complet en espéranto, ce qui était quand même assez cool. Vraiment, vraiment hot. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté. Tout ce qu'on mentionne présentement au courant de l'entrevue, au courant de la rencontre, pour les gens qui nous écoutent présentement, ça va être accessible en fait dans la description de la vidéo. Il va y avoir tous les liens nécessaires menant aux différentes plateformes de René Pierre afin que je ne répète pas comme 15 fois pendant la rencontre. Ça va être en bas. T'sais. Fait que là, je le dis une fois, ça va être là, ça va être présent. Vous irez voir tout ce qu'on mentionne va être là. Je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Donc, pour continuer un peu là-dessus, là, ça a commencé avec l'application, mais ensuite, il s'est passé autre chose. Parce que là, je veux dire, aujourd'hui, si on se rend compte, c'est parce que ça l'a poussé aussi beaucoup plus loin, tout ce concept-là. Vas-y, Euh, explique-moi un peu. oui, ben, en fait, à partir de ce moment-là, ben, j'ai comme commencé à vouloir accumuler du feedback comme, sur l'application, savoir qu'est-ce que les gens pensaient et tout. Fait que j'ai parti un serveur Discord qui était comme le début de la communauté Fari. Donc, il y a des gens qui sont allés sur Discord, puis là, on a commencé à jaser sur, c'est quoi les problèmes de l'application, comment on pourrait l'améliorer. J'ai commencé à construire une espèce de groupe de testeurs qui testent des versions préliminaires de l'application avant que tout le monde, avant que de distribuer les nouvelles fonctionnalités à tout le reste des utilisateurs. Puis un peu plus tard, là où j'ai commencé un peu plus à comme interagir avec les concepteurs de jeux de rôle, c'est là où j'ai parti un nouveau site web qui s'appelle Fari.games. Puis en fait, le but de cette plateforme-là, c'est que je me suis dit, il y a plein de gens qui ont envie de concevoir leur propre jeu de rôle, mais des fois, ils ne savent pas nécessairement par où commencer. Ils savent qu'il existe des systèmes avec des licences libres, comme Donjon Dragon en a une. Mais il y en a plein d'autres. Fate en a une, Blades in the Dark en a une avec les systèmes Forge in the Dark et tout. Fait que j'ai comme décidé de contacter plusieurs créateurs comme sur les réseaux sociaux puis leur demander si ça leur tentait de m'envoyer la version texte de tous leurs documents de référence système qui sont libres de droit. Puis moi, je les ai tous mis dans une application qui, un peu comme une espèce de petit algorithme de base qui analyse le texte du, euh, du document de référence système et qui en crée un micro-site web pour chacun des documents. Okay. Donc, par exemple, le document de Fate, c'est comme un livre de 300 pages que tu peux avoir à la maison. Fait que j'ai comme un gros document texte qui est analysé par l'application, puis après ça, qui est tout splitté en catégories, c'est possible de naviguer d'une page à l'autre, il y a un index pour pouvoir faire des recherches et tout. Donc ça c'était comme Fari Games.
Puis ça permet justement, c'est un paquet de ressources gratuites que les gens peuvent utiliser pour s'ils veulent concevoir leur propre jeu de rôle. OK. Puis de ce que je comprends, là, tu mentionnes, dans le fond, que on va te contacter les gens qui avaient justement, eux, des SRD, là, disons, des systèmes de référence qui sont accessibles pour leur demander l'autorisation d'implanter ça dans le fond, dans Fairy Games. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Théoriquement, la plupart de leurs licences sont déjà comme ouvertes, donc j'aurais pu juste le faire, mais comme je préfère, je me suis dit que c'était premièrement beaucoup plus poli comme de leur demander la permission avant de juste prendre leur truc. Et l'autre chose aussi, ben, ça m'a permis de me bâtir des contacts avec des gens qui sont tout simplement incroyables. Ben oui, je comprends donc. Est-ce que tu as aussi pris, dans le fond, justement, des SRD de jeux on a mentionné tout à l'heure Donjon Dragon, est-ce que, par exemple, c'est disponible aussi là-dessus ou c'est vraiment uniquement ceux que tu as pu contacter précisément qui sont plus du milieu indépendant, par exemple? C'est seulement ceux qui m'ont répondu. J'ai pas voulu prendre, admettons, comme quelqu'un, si un CRD de quelqu'un, si je n'avais pas la réponse officielle du créateur qui me permettait de le faire. OK. Donc, comme, admettons, si je regarde rapidement, là, admettons, il y a le SRD de Trophy, Carta, Guided by the Sun, Second Guess, Lumen, Motif, Resistant Toolbox de Grant Howitt, 2024XX de Jason Tocci, donc il y en a plusieurs. Là. Je ne savais même pas que Trophy était en SRD. C'est quand même cool pour de vrai, par exemple. J'aime beaucoup le système, c'est vraiment ça. OK, cool. Fait que dans le fond, ça a commencé. Ben, en fait, ça a commencé au début avec justement l'application pour Fate, ça a évolué jusque-là. Et là, maintenant, si, par exemple, on s'en va on va dire, dans ce cas-là, un peu plus crunchy, parce que de ce que je comprends, tu as commencé, veux pas toi aussi, à développer tes propres systèmes références qui sont utilisés par la communauté pour faire des hacks de différents jeux, en quelque sorte. Oui, donc veux pas, j'imagine que c'était comme la prochaine étape comme quand je faisais logique, ça. Ouais, c'est ça, logique. Là, c'est comme à force de regarder les systèmes de tout le monde, c'est comme hey, je pourrais essayer, tu sais. Okay. Fait que c'est ça. Fait que, en fait, ça faisait comme 2-3 ans que je jouais à Fate avec mes amis et tout. Puis là, tranquillement, mes amis, comme ils commençaient à trouver Fate, comme c'était beaucoup de gestion, de gérer comme toutes les cartes d'index, les aspects et tout. Il y avait plusieurs aspects, no pun not intended, que ça devenait difficile à gérer. Donc, j'avais un de mes amis qui disait justement, t'as-tu lu Blades in the Dark? Ça pourrait être intéressant de jouer à ce jeu-là. J'ai lu Blades in the Dark, puis j'ai essayé de l'adapter pour mon groupe de façon générique pour qu'on puisse jouer un peu à n'importe quel comme univers. Donc, mettons, on a une campagne où on joue dans le monde d'Avatar, le dernier maître de l'air. Ben, j'ai essayé d'adapter le système de Blades in the Dark pour le rendre générique en faisant comme plusieurs modifications et tout. J'ai pris ce système-là, puis je l'ai mis libre de droit justement également sur Fairy Games. Puis c'est un système que j'ai appelé Charge. Puis même chose comme ça a été vraiment comme mes premiers débuts dans la conception de jeux de rôle. Un système générique là, basé sur Blades in the Dark. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme commencé à essayer de développer d'autres systèmes qui sont un petit peu plus indépendants, comme le plus récent là, que j'ai sorti s'appelle Breathless ou À bout de souffle, que j'ai fait dans le cadre du Jam Draconis, dont tu étais un juge. Oui, effectivement, que j'ai adoré d'ailleurs. Je te l'avais mentionné par écrit, mais je l'avais full aimé. Puis de ce qu'on voit, dis-moi si je me gourre complètement. C'est présentement, je crois, on va dire ton SRD, ton système de base qui a le plus de popularité actuellement parce que j'en vois plein passer là, des adaptations de Breakless. Là. Je suis tout le temps comme genre, ben voyons donc, c'est bien malade ça, c'est complètement cool. Oui, non, ça a vraiment connu un succès complètement inattendu. Là. Moi, j'ai pris le petit truc, le petit jeu quasiment comme, tu sais, il est juste ici, puis comme c'est juste comme une feuille de papier recto verso. Là, ouais. C'est très, très petit. Puis je m'attendais un peu à rien avec ça. Puis finalement, comme ça a commencé à être vraiment comme apprécié, il y a même John Harper, le créateur de Blades in the Dark, qui a décidé d'acheter le jeu puis de le promouvoir après ça, puis de dire hey, regardez Breathless, puis j'étais comme non, ça se peut pas, il a pas fait ça pour vrai.
Oui, c'est complètement. Pour vrai, c'est complètement fou. Mais là, ça vient me poser une question parce que tantôt, tu as mentionné Blades in the Dark, que tu as adapté justement une manière très générique pour Charge, que tu as appelé ça. Oui. C'est bien ça. Mais est-ce que tu ne trouvais pas que. Parce que là, c'est vraiment moi on peut dire, qui a fait des réflexions. Ça bouillonnait en même temps dans mon esprit pendant que tu parlais. Mais tu as mentionné, dans le fond, que tes joueurs trouvaient que Fate, c'était comme. Ça donnait un peu trop de gestion. Mais dans ma tête, Blades in the Dark, c'est pas un peu plus compliqué que Fate? Oui et non. Il y a beaucoup, admettons, Okay. tout le système de crew, le Ouais. système de progression, ça, c'est beaucoup comme, quand je faisais ça, c'est vraiment une partie crunchy de Blades Oh, in oui, the oui, Dark. effectivement, oui. Euh, Puis c'est une partie, en fait, que j'ai tout simplement pas utilisée OK. dans Charge. OK, c'est ça. Fait que OK. toute la partie qui était très crunchy de Blades in the Dark, je l'ai laissée sur le côté, puis je me suis vraiment concentré sur, mettons, comme la résolution de problèmes, puis comme la généralisation des problèmes en tant que clock, qui est comme c'était un concept que j'avais jamais vu avant, puis que je trouvais comme tellement élégant et tout. J'ai fait, je peux pas croire que j'ai pas vu ça avant. Là. Donc, mais oui, Blaze in the Dark est crunchy, mais tout le crunch, je l'ai mis sur le côté. OK. Est-ce que dans ce cas-là, parce que je t'avouerais que j'ai lu Breathless, j'ai regardé beaucoup ce qui devait être disponible sur ton site Internet. J'ai beaucoup lu justement de hack de Breathless aussi parce que je voulais être bien prêt pour cette rencontre qu'on allait faire ensemble. Mais j'ai pas lu Charge, par exemple, mais est-ce que dans le fond, à un certain point, ça vient ressembler quand même beaucoup à un. Parce que je me rappelle que Blades in the Dark, si je ne me trompe pas, c'est adapté d'un Powered by the Apocalypse. Donc, Oui. est-ce que ça ressemble un peu à du Powered by the Apocalypse? C'est un peu pour les gens qui se poseraient la question présentement. Disons que j'ai lu plusieurs systèmes Powered by the Apocalypse, mais je dirais que Charge est beaucoup plus inspiré comme de Blades in the Dark avec certains concepts que j'ai pris que j'aimais de Fate, mais c'est beaucoup plus comme Fate / Blades in the Dark que Powered by the Apocalypse. OK. J'étais curieux. C'était mon petit stock de gars qui aiment Oui. ça, lire du stock. Là. Parfait. Fait que cool. OK. Puis là, justement, comme on mentionne, Breathless actuellement, c'est vraiment, pour vrai, c'est ça qui a comme explosé. J'en vois partout passer. Puis ça a été vraiment très, très, très populaire. Puis là, je serais vraiment curieux de savoir un peu, ça a été quoi ton processus autant créatif que mécanique pour pouvoir développer ce jeu-là? Par où tu as commencé? Ça a été quoi l'espèce de scratch? Tu avais une feuille blanche devant toi, puis tu as fait, bon, ben ça va être ça. Je suis un peu curieux. Euh, je pense que j'ai mon cerveau, comme de la façon qui fonctionne comme de façon habituelle, c'est que j'aime ça partir comme d'une core mécanique. Mettons, OK. comme, mettons, mettons, tu regardes dans D&D, ben, lance un D20, rajoute un modificateur, puis il faut que tu essaies de battre un shift. C'est comme, bon, ça, c'est la mécanique core, puis elle cherche à renforcer certains thèmes comme dans un jeu, puis habituellement, c'est comme ça que j'aime penser. Puis là, à ce moment-là, pour Breathless, je voulais faire un jeu seulement sur une page pour le Festival Draconis, puis je me suis concentré sur ça va être quoi ma mécanique de base. Je ne savais pas c'était quoi le thème encore. Parce que là, Breathless, c'est des gens qui sont emprisonnés dans une ville emmurée, puis la ville est remplie de zombies, est en quarantaine. Fait que ce thème-là, je ne l'avais pas encore. Je me suis vraiment concentré sur j'ai besoin d'une mécanique de base. Comme le Festival Draconis avait dit un thème et tout, puis leur thème, c'était comme les frontières. C'était comme, OK, il faut que je travaille avec ça, mais je veux passer à ma core mécanique en premier. Puis j'avais comme des écouteurs, je faisais du ménage comme dans ma maison, je passais à la balayeuse et tout, puis j'ai comme dit, il me semble que ça serait cool d'avoir des dés qu'à chaque fois que tu les lances, le rating du dé descend. Donc, d'un dé 12 à un dé 10, à un dé 8, à un dé 6, puis à un dé 4. Après ça, mon prochain réflexe, ça a été, qu'est-ce que je fais quand il est rendu un dé 4? Parce que là, il faut que ça remonte. Puis, un peu comme inspiré encore par mon background d'avoir joué à Fate pendant un bon moment, il y a un concept dans Fate qui s'appelle les compel. Puis lorsque tu compels un joueur, c'est le joueur, le maître de jeu qui a fait une complication au joueur qui dit hey, je te donne un point si jamais tu me permets de te foutre dans le trou en ce moment. Puis un peu inspiré par ça, le seul moyen de réinitialiser tous tes dés dans Breathless, c'est de demander au maître de jeu lance une complication dans la scène. Peu importe ce que c'est, comme je veux réinitialiser toutes mes dés, je veux reprendre mon souffle. Fait que tu deviens breathless à bout de souffle au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, puis éventuellement, ben, tu dois reprendre ton souffle. Mais quand tu le reprends, le maître du jeu, lui, il rajoute toujours comme une complication. Puis ça fait comme un peu comme dans les films, comme mettons, tu regardes Star Wars et tout, puis tu entends le classique I have a bad feeling about this. Tu sais, c'est comme, il y a toujours comme tu réussis, puis tout va bien, puis là, tu tournes le coin du mur, puis il y a un nouveau truc qui vient comme compliquer les choses. Fait que
Ça, c'est comme partie de là. Après ça, ça a été, bon, ben, qu'est-ce qui marcherait bien pour quelque chose qui diminue tout le temps puis que tu es vraiment à bout de ça? Je me suis dit, de l'horreur, de la survie puis de l'horreur et tout. Puis j'étais dans une grosse phase de Last of Us à ce moment-là. Là, genre, je jouais à Last of Us sur la PlayStation et tout. Fait que j'ai comme fait, parfait, je vais faire un jeu avec cette mécanique-là, avec des zombies inspirés par The Last of Us puis Left 4 Dead sur une seule page où les gens sont emprisonnés dans une ville, puis je vais y aller avec ça. Okay. Ça a été. Là, on parle, là, tu viens de me mentionner tout ça. Puis si on parle sur un laps de combien de temps? Le jam durait quoi, 2 semaines? Oui, environ, oui. Environ. Fait que, ouais, comme je te dirais, comme deux. Il y a comme eu un soir où j'ai comme pensé à la mécanique de base. Puis comme dans les jours d'après, j'avais déjà comme une bonne partie du jeu comme qui était écrite. Après ça, ça a été comme je l'ai envoyé à plein de monde comme pour justement des gens que j'avais rencontrés lorsque j'avais comme fait Fairy Games et tout, je leur ai envoyé pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient, surtout que c'était des gens qui avaient plus d'expérience que moi et tout, puis que c'était une des premières fois que je faisais un système un peu from scratch. Je partais comme de mes propres idées, puis là, tu comme syndrome d'imposteur, gros feeling d'insécurité et tout. C'est comme, bon, ce que j'ai fait, ça marche-tu ou c'est comme, ça marche pas du tout, là, tu sais. Okay. Fait que, puis à ce moment-là, je me suis dit, ben, tant qu'à avoir fait de quoi, j'aime tellement les SRD, je vais en faire un pour Breathless aussi. Puis là, c'est là qu'il y a comme, là, on a comme un jam en ce moment avec 115 personnes qui ont rejoint le jam, puis on a comme 45 jeux Breathless en date d'aujourd'hui qui sont sortis, ce qui est quand même assez fou. Oui, c'est fou. Ouais, c'est complètement zinzin. Moi, c'est vraiment, vraiment super cool. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, tout ce que tu viens de mentionner aussi, tu n'as jamais eu un moment durant ta conception du jeu que tu as fait. Ah non, ça ne marche pas. Il faut un autre système, quelque chose d'autre. Il n'y a pas un moment où est-ce que tu t'es dit, OK, on va totalement twister ça, puis au lieu d'être un DD qui descend, ça va être un pool de D6 ou de quoi d'autre, ou quelque chose comme ça, où tu es resté vraiment stické sur ton idée de A à la fin. Je suis resté stické sur cette idée-là, puis il y a des gens qui m'ont challengé là-dessus, qui ont fait peut-être que tu pourrais changer tes idées puis faire tel autre truc à faire. Puis j'étais comme non, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est la partie cool. Ouais. Fait que genre, je suis prêt à toucher d'autres choses, mais ça, j'ai vraiment envie de le garder. Oui, je comprends. Mais c'est drôle parce que je me rappelle qu'on s'en était parlé à ce moment-là. Puis je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais comme envoyé une explication d'un jeu sur lequel je travaillais. Puis tu m'as demandé si j'avais eu le Breakless, mais je ne l'avais pas lu à l'instant même. Puis dans le fond, il y avait aussi un concept de vie qui descendait. Parce que moi, dans le fond, j'avais pris ça sur je ne sais pas si. Parce que de ce que tu m'avais dit, tu ne connaissais pas le concept justement des utility die dans Black Hack, qui sont justement des dés qui diminuent à mesure qu'on les utilise. Là. Non, mais c'est un peu comme, mettons, les notes sur un piano. Oui, exactement. Il y a un nombre limité d'accords et de notes que tu peux faire sur un piano. Justement, ça vient à ma question. Toi, en tant que concepteur, est-ce que tu trouves ça... En fait, ce que je trouverais intéressant de savoir, ce serait d'avoir ton point de vue sur justement, est-ce que tu considères que tous les jeux existants présentement, du moins sur le marché, devraient avoir en quelque sorte un SRD pour que justement ils puissent avoir un partage? Parce qu'on s'entend que c'est comme un peu flou, cette espèce de, on va dire, le concept d'un droit sur un système, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas ouverts. Il y a Monty Cook récemment qui a annoncé que Numenera, que dans le fond, le système Cypher allait devenir comme un SRD aussi, mais ça ne l'était pas avant. Fait que je suis un peu curieux de savoir ton opinion là-dessus en général, sur justement ces créateurs-là qui gardent pas comme une espèce un acquis un peu personnel sur leur système et tout. Oui, j'ai eu beaucoup de conversations sur ce sujet-là avec les gens de la communauté Fairy, justement, au fur et à mesure qu'on travaillait sur Charge, parce que je ne suis pas tout seul à avoir écrit Charge. J'étais l'auteur original puis l'auteur principal, mais après ça, il y a plein de gens qui m'ont aidé à l'améliorer et qui m'aident encore aujourd'hui. Là. Mais ça, en jasant avec eux autres, en jasant avec les gens pour Breathless et tout, je ne suis pas un avocat, fait que comme faut pas tenir ça comme des conseils légaux, comme legit. Mais à mon savoir, comme c'est pas possible de trademark une mécanique. Fait que même si, admettons, D&D avait, genre, Wizard of the Coast avait jamais sorti un genre de SRD pour Donjon Dragon, moi, j'aurais pu faire un jeu où tu lances un D20 puis tu rajoutes un modificateur puis il n'aurait pas pu me poursuivre. Tu ne peux pas poursuivre quelqu'un pour des mécaniques, tu peux poursuivre quelqu'un pour une utilisation de nom. Ouais. Fait comme, admettons, Donjon Dragon, ils n'ont pas pris le terme Hobbit pour des halflings.
Ah, Parce que effectivement. les Hobbits appartiennent à Tolkien. Fait que ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais en termes de mécanique, tu peux pas comme protéger tes mécaniques tant que ça parce que ce qui est souvent trademark, c'est même encore en termes des mécaniques, tu peux souvent avoir des mécaniques avec les mêmes noms, mais là où ça devient plus comme protégé, c'est le texte en tant que tel. Le Oui. texte, c'est trademark. Fait que si, admettons, de la façon dont la mécanique est expliquée, si tu prends ça et que tu copies ça dans ton jeu puis qu'il n'y a pas d'ARCRD ou de licence publique ou libre de droit ou quoi que ce soit, c'est là où tu viens te mettre un peu dans le trouble. Fait que, est-ce que je considère que la plupart des jeux devraient avoir un SRD? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Premièrement, parce que ça aide à créer comme une belle communauté, comme les gens comme ça. Il y a des hackers dans tous les cas, puis il y a des gens qui vont hacker ton jeu, que tu le veuilles ou non. C'est juste que la seule différence, c'est qu'ils risquent de le hacker puis de le garder pour eux ou de jouer avec leurs amis ou de distribuer un Google Doc sur Internet, mais comme en donnant un SRD, ben, je trouve que tu donnes du pouvoir à une communauté qui n'est pas là pour te voler de l'argent ou Mhm. te voler comme la gloire ou quoi que ce soit, elle est là pour comme aider à partager comme la bonne parole qui sont des fans de ton système et qui veulent l'utiliser pour faire des trucs comme Ouais. encore plus cool. Fait que moi, tout ce que je me dis, c'est que tout ce que ça peut faire, c'est élever ton jeu encore plus haut de où est-ce qu'il est en ce moment. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Puis, habituellement, les compagnies, ils veulent garder leur IP très, très proche d'eux autres. Puis, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une mentalité qui, je pense, qui est après changée, justement, comme tu disais, avec le Cypher System. Il y a Cortex aussi qui était sorti il y a Ouais. quelques années. Puis là, ils sont après travailler sur une licence publique. Encore là, leur licence est comme complètement un autre truc à part parce que si tu veux faire un jeu avec Cortex, il faut que ça soit hosté sur leur plateforme de distribution. Tu ne pourrais pas la distribuer sur Itch et tout. Donc, tu sais, ils ont tous des termes et conditions différentes. Là. Mhm. Ouais. Mais non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, puis je suis d'accord avec toi dans le sens que le meilleur exemple qu'on peut mentionner, ça demeure, je crois, encore Donjon Dragon qui a, je veux dire, ça en est quasiment aberrant le nombre de, on va Ouais. dire, de produits dérivés qui sont du third-party publishing. Là. Je veux dire, ils ne veulent pas, c'est gagnant pour eux. Là, au final, ils demeurent avoir le cœur, on va dire, du jeu, mais tout ce qui vient autour veut pas. Et en quelque sorte, va en quelque sorte aussi pousser la vente du jeu en soi. Fait que pour moi, Ouais. c'est un très bon exemple à mentionner. Puis d'ailleurs, Monty Cook, je crois aussi que ça a dû influencer avec le fait qu'il y a eu récemment, je pense, un Kickstarter pour un jeu de rôle qui utilisait son système. Et c'était comme avec autorisation et tout ça. Puis je pense que le Kickstarter a tellement bien marché que c'est là qu'il a décidé de comme faire, ben, on pourrait mettre ça pour tout le monde, ça pourrait bien pogner. Fait que pour ma part, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que ce n'est que ce n'est ce n'est que positif et je pense aussi que ça va avec une nouvelle mentalité à mesure qu'on avance dans le temps, puis à mesure que justement les possibilités se rétrécissent, je crois, en un certain sens. Je pense je sais pas si à date, en tout cas, je serais curieux d'avoir ton avis, mais ça ne m'est pas arrivé récemment que j'ai lu un système de jeu, puis j'ai fait vraiment comme j'ai jamais rien vu de ça, nulle part, ça se peut pas. What? Un D 46, ça joue juste avec des D 46, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne m'est pas tant arrivé, je te dirais, dans les dernières années. Avec des dés, là, on s'entend, là, parce qu'il y a des jeux qui n'utilisent pas de dés, mais Non, bon. c'est ça. Ouais. Mais Des fois, tu arrives, tu lis quelque chose où tu as une idée et tout, puis il y a quelqu'un dans les années 90 qui a ben fait oui, exactement ben la même oui, chose que tu avais en c'est tête. Là, exactement ça. Fait que des fois, ça nous permet, je pense que ça offre surtout l'opportunité d'avoir un petit boost, puis on dirait une petite poussée vers l'avant à créer quelque chose d'original avec un produit de base qui existe déjà, tout simplement. Là. ouais. Mais très intéressant, je suis curieux justement d'avoir ton. Là, on s'est comme un peu éloigné, je trouve, du sujet principal là, qui Non, demeure non, mais moi, Family j'aime ça, Game. c'est cool. Ouais, mais je trouvais ça super intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce que justement, tu baignes beaucoup là-dedans. C'est vraiment le. Je t'avoue que c'est pas un concept que je connaissais énormément dans les dernières années, le concept des SRD. Le seul que je connaissais, c'était vraiment le OGL de Donjon Dragon, de Wizard of the Coast. Ouais. Puis à mesure que j'ai exploré, puis j'en ai découvert plein, mais je trouve ça vraiment cool de pouvoir justement se dire, hey, ce système-là, là, il manque juste un petit quelque chose que je pourrais racheter sur le site, là, puis ça pourrait me donner une toute autre expérience. Là. Mais Ouais. justement, ça en vient à une question que je voulais te poser concernant justement Breathless, parce que là, tu me dis présentement, les gens ils en ont créé déjà plein pour le Jam. Est-ce que ceux qui ont été créés pour le Jam sont déjà accessibles? Est-ce qu'on peut y avoir accès?
Oui, c'est ça. Là. Il y a comme, pour le Jam, il y en a 42 qui ont été créés. Puis il reste encore comme un 14 jours, 13 jours encore au Jam. Puis au total, il y a comme 45 jeux qui sont présentement disponibles sur Itch. OK, fait que j'ai le temps encore. OK. T'as le Et, temps. T'as le temps encore. Oui, j'ai le temps parce que encore. tu t'es inscrit. Je sais, je me suis inscrit, puis là, j'étais comme, oui, j'ai le temps. Puis là, ça a commencé, puis j'ai fait, je suis tellement dans le jeu avec l'école, mais j'ai le temps, tu sais. Tu as dit tantôt que la gang d'Arcanon Chronicle, ils en ont fait un une nuit, je suis capable d'en faire aussi en une nuit, je suis sûr et Oui, c'est certain. ça. Là, ce que je voulais dire, c'était, Oui. concernant tout, vu justement la popularité de Breathless, puis concernant tous les hacks qui en sont ressortis, est-ce qu'il y en a un dans l'eau que tu as vraiment, ça a été ton gros coup de cœur récemment, que tu as fait genre, c'est tellement malade comme concept à réutiliser dans le fond, c'était Oh, mon SRD pour jouer à ça. Il y en a sur un que tu as fait genre, oui, celui-là. Je sais, c'est chiant comme question, mais moi, j'aime ça poser des oui, questions chiantes. J'étais après les regarder, là, tu sais, puis comme il y en a tellement qui sont comme sont tellement cool, mais c'est ça, là, c'est difficile d'en sélectionner un seul parce qu'ils sont tous vraiment comme intéressants les uns que les autres. Il y en a qui sont un peu plus comme on prend un thème puis on l'applique à Breathless. Il y en a qui sont comme je sais qu'il y a quelqu'un en ce moment qui est après faire un jeu de 65 pages de long de Breathless, puis moi je suis comme c'est une page, tu sais, puis lui il transforme ça en 65 pages. Tu sais, Est-ce que, c'est complètement fou, là, tu sais. est-ce que tu sais comment? C'est parce qu'il rajoute des Euh, règles ou. il y a comme quelque chose comme 6, il me dit comme 6, 10 pages de règles, comme du lore, des missions, comme plein d'affaires. Là. Ah ouais. Mais en termes de si j'avais comme en sélectionné comme c'est tough. Ah, vous avec un top C'est 3. tough, Là. Faisais Pierre, là. un top Mais 3 que tu peux mélanger. allons-y avec un petit top. Ouais. Oui. Bon, dans un ordre qui n'a pas rapport. Oui, non, non, Il y a un jeu qui s'appelle Substratum de Pandion Games. Ce jeu-là, comme est vraiment cool, premièrement, comme Andrew de Pandion Games, c'est un très bon ami à moi. Là, puis il a fait un jeu comme je trouve qui est thématiquement vraiment intéressant parce qu'en fait, tous les jeux de Pandion Games ne sont jamais résolus comme par la violence. Habituellement, c'est toujours comme quand il y a des problèmes, c'est toujours résolu d'une autre façon. Puis là, dans ce cas-là, il y a comme une breach un peu à la Pacific Rim qui s'est ouverte dans le fond de la Terre, puis il y a des créatures qui en sortent, il y a des animaux, il y a des problèmes, puis il y a des scientifiques qui doivent aller jusque dans le fond de la Terre, puis qui doivent essayer de trouver un moyen de closer, c'est de fermer cette breach-là. Puis Andrew a rajouté comme un système justement de comme, bon, ben, t'es à tel niveau, voici ce que tu es capable de trouver comme dans ces niveaux-là et tout. Puis il y a comme des complications un peu liées, dépendant à où est-ce que tu es, à quel nombre de kilomètres que tu trouves à l'intérieur comme de la Terre. Puis un des trucs qui est intéressant aussi, c'est que le jeu a une fin comme dans Breathless, comme originalement, tu peux toujours comme finir par te soigner ou comme continuer à aller de l'avant, mais ce jeu-là a littéralement une fin ancrée dans les règles. C'est pas nécessairement une fin qui peut être heureuse, puis j'ai trouvé ça comme. Il y en a un qui s'appelle The Empire Wants You de Lore Shaper Games. Puis lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que le créateur dit que c'est un jeu de propagande style Première Guerre mondiale où, en fait, là, chaque joueur joue 2 personnages. Un qui se trouve comme dans la mère patrie, un peu là, dans son pays d'origine, puis qui doit essayer de comme, se battre contre la propagande comme de son pays et tout. Puis une autre personne qui est au front à la guerre, puis tu fais comme des switches entre les 2 personnages au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Ça, j'avais trouvé ça complètement malade là, comme concept. Puis, on va nommer un créateur québécois, Jonathan Paradis, qui a fait Ben oui. un jeu. Là, il a participé également au Festival Draconis. Fait qu'il a fait un jeu qui s'appelle Mother Needs Flesh, qui était comme vraiment comme intéressant aussi, là, où tu jouais des espèces de minions d'une giga créature sentiente qui cherche à avoir comme de la bouffe pour continuer à survivre. Fait qu'en gros, tu joues pas les good guys, tu joues des bad guys, tu joues comme des Zerg un peu qui cherchent à comme continuer à faire survivre comme la mer. Fait que je trouvais ça vraiment cool aussi. Puis en plus, il y a comme fait des dessins vraiment thématiques dans le jeu qui sont horrifiants. Hein. Et ça, je dis ça comme le plus haut compliment que je peux. Oui, effectivement, je l'avais vu celui-là. J'avais trouvé ça très cool. J'entends si tu écoutes la vidéo. Là. Pour vrai, chapeau. C'est vraiment, vraiment malade. Puis d'ailleurs, je voulais le mentionner. Je pense que mon préféré, ça a été justement le premier que tu as nommé. En fait, que j'ai beaucoup de difficulté à nommer le nom. Là.
Oui. celui de on va dire l'espèce de mission scientifique, parce que justement, je trouvais ça original que ça ne se repose pas nécessairement sur le concept de juste canarder des créatures, mais bien une espèce de mission de gestion de vaisseau quasiment, là, à mesure que tu t'enfonces dans les souterrains. Là, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment cool comme thématique et comme mise en avant de ton système. Question comme ça, juste pour toi, parce qu'en même temps, là, on a parlé un peu du système veut pas, on a parlé un peu aussi de justement ses dérivés. On n'a pas nécessairement beaucoup rentré, on va dire, dans le cœur du système en soi, excepté le concept justement des dés qui descendent. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire parce que là, ça fait quelques fois que tu le mentionnes, je suis quand même curieux de savoir. Qu'est-ce que tu veux dire, par exemple, une complication en provenance d'un DM? Est-ce que c'est quelque chose de purement narratif ou ça a une incidence mécanique dans le jeu en soi? Oui, donc, donc, comme je disais, mettons, dans Breathless, de base, les personnages ont six habilités. Donc, on a comme Bash, Dash, Sneak. Là, je vais oublier les propres règles de mon propre jeu. C'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. J'oublie mon donc, nom on des fois. a... C'est correct, vas-y. Donc, Bash, Dash, Sneak, Shoot, Tink et Sway. Donc, c'est les 6 habilités dans le jeu. Puis, au fur et à mesure que, lorsque tu crées ton personnage, tu assignes comme des valeurs de dés à certaines de ces habilités-là. Puis, au fur et à mesure que tu les utilises, dans tous les cas que tu réussisses ou pas ton jet de dés, le dé descend de rating. Mais lorsque je dis que lorsque tu dois reprendre ton souffle, le maître de jeu peut rajouter une nouvelle complication à la scène, oui, c'est quelque chose qui est entièrement narratif. Mais qui est fait pour vraiment comme c'est vraiment comme rajouter de l'huile sur le feu. Comme les joueurs ont pas fini, il y a toujours de quoi de nouveau. Puis même comme tu peux reprendre ton souffle, même dans des moments où c'est en plein milieu de l'action, un peu comme tu viens de donner un coup de batte de baseball sur un zombie, tu reprends ton souffle, tu te revires de bord, puis tu vois en fait qu'il y a une nouvelle horde qui vient d'apparaître, puis que comme tout le territoire sur lequel tu te trouves, ben, il est après se faire entourer, puis il faut que tu trouves une voie parce que tu ne réussiras pas le combat. Ça pourrait être un exemple de complication, ou ça pourrait être comme quand en fait ben, tu te rends compte que l'endroit où tu te trouves, ben, il y a des mines qui sont enfouies, puis comme c'est difficile de pouvoir se promener en toute sécurité. Fait que c'est quelque chose qui est entièrement narratif, mais je pense que la fiction peut avoir énormément de pouvoir, surtout dans des jeux comme ça. Oui, absolument. Là, tu dis complètement narratif. Est-ce que dans le fond, il n'y a pas vraiment on va dire de modulation entre le niveau de dangerosité de la complication en soi, dans le sens ça va selon comment est-ce que le maître de jeu file le moment en général, s'il se dit là, ça ne sera pas si pire, alors que une autre fois d'après, ça pourrait être comme vraiment infernal comme situation en soi. Oui, c'est ça, exact. Là, c'est vraiment comme comment qu'il ça. C'est vraiment comme excusez l'anglicisme, ben, en fait, c'est pas un anglicisme, c'est juste une expression anglaise, mais un pacing mechanism. Fait Bon, comme parle juste en français, s'il te plaît. Juste en français. J'arrête pas de faire des anglicismes depuis tantôt. Mais OK. Très cool. C'est vraiment comme le maître de jeu peut utiliser ça comme il veut pour justement comme pacer le jeu correctement. OK. Et parce que tu vois-tu, c'est ça que je trouve malade, c'est que quand on parle comme ça, quand on échange sur un système de jeu, puis là, tu m'expliques comment ça fonctionne, puis je suis sûr que toi aussi, c'est exactement de la même manière. Je suis sûr que quand tu entends, exemple, quand tu lis un SRD ou quand tu entends des gens parler d'un autre SRD, tu as des idées qui te viennent en tête sur des variantes ou sur des choses comme ça. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler de quelqu'un justement qui utilisait ce concept-là, mais au lieu de le faire, comment je pourrais dire, au lieu de le faire décider par le DM, ça pourrait être par exemple un autre joueur qui déciderait de la situation donnée au lieu du DM concernant justement un joueur qui déciderait de vouloir prendre son souffle en quelque sorte. OK, donc un autre joueur Oui. qui déciderait de la complication. Oui, exactement. Je pense pas qu'il y ait un jeu qui ait fait ça jusqu'à date, mais je pense que c'est un concept intéressant. Puis aussi, ce que j'ai l'impression que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu donnes beaucoup de pouvoir narratif aux joueurs. C'est comme moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que je considère que les joueurs à une table de jeu de rôle, habituellement, ça devrait être plus comme des écrivains plutôt que des spectateurs. Puis là, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu leur donnes le crayon des mains. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Oui, c'est pour ça, c'est parce que justement, j'essayais de trouver justement un petit côté, justement, un petit ajout narratif au fait de, ça me fait penser, je sais tantôt on parlait de Power by the Apocalypse, puis il y a beaucoup ce concept-là dans ces jeux-là, où est-ce que tu poses des questions au joueur afin que celui-ci puisse élaborer sur la situation présente.
Fait que je trouvais ça, ça me fait juste penser à ça. Regarde, on lance l'idée. Peut-être que je vais mettre ça dans mon propre hack Oui, c'est ça. pour le jam. Je vais peut-être faire ça. On va y penser. On va y penser. OK. Petite question, Raphaël, parce que je vois le temps qui passe, puis je ne veux pas non plus prendre trop de ton temps, même si on a vraiment beaucoup de plaisir. Pour vrai, j'adore la rencontre. J'aime vraiment beaucoup la discussion. C'est super intéressant à t'écouter. Des petites questions qui ne sont pas nécessairement spécifiques à Fary, mais plutôt, on va dire, au sens large, en tant que toi, en tant que créateur, comment est-ce que tu gères ça, comment est-ce que tu vis ça? Je serais curieux de savoir, est-ce que tu vois une différence ou des différences notables entre, justement, on va dire, la communauté anglophone et la communauté francophone? Parce que, pas, là, tu jongles beaucoup entre les deux. Fait que je serais curieux de voir si toi, tu vois quelque chose de notable à mentionner. Je pense que c'est une question qui est comme compliquée à répondre, principalement parce que je suis beaucoup plus près, surtout en ce moment, beaucoup plus près de la communauté anglophone que de la communauté francophone. En fait, j'ai juste interagi avec la communauté anglophone pendant comme des mois avant de me rendre compte que comme, hey, je pourrais regarder s'il y a des gens qui font ça au Québec. Je ne m'étais même pas posé la question. Puis là, c'est là où j'ai découvert comme certains groupes Facebook, c'est là où j'ai découvert toi, le reste de critiques et tout. C'est un peu à ce moment-là, j'ai comme fait, je ne vois même pas pourquoi je n'ai pas fait cette recherche-là avant. J'ai bâti énormément de relations avec des gens de la communauté anglophone, alors que de la communauté francophone, ben, je suis un peu comme, je commence à m'avancer dans l'eau tranquillement, puis je suis comme, ouh, j'ai froid, puis là, je me mouille les bras, là, parce que je suis comme, l'eau est encore froide, là, tu sais. Fait que pas juger, mais comme d'interpréter un peu comme les personnalités des deux communautés, c'est quelque chose qui est un peu compliqué en ce moment, parce que, c'est ça, là, en ce moment, je suis beaucoup dans la communauté anglophone. OK. Bon, on en reparlera dans un an. Bon. Oui, c'est ça. On en reparlera dans un an dans une autre entrevue pour ton prochain jeu. Parfait. Cool. OK, une autre question comme ça aussi qui m'est venue en tête parce que je veux pas te mentionner au début de l'entrevue également que veux pas, c'est pas ton job à temps plein. Tu as un travail de jour, un travail d'adulte responsable qui fait autre chose qui est des jeux de rôle. C'est quoi un peu, comment est-ce que tu fais pour, on va dire, jongler entre le concept de créer un jeu, créer des SRD, tu veux pas, c'est du temps que tu dois passer à l'écriture alors que justement ton travail aussi qui doit te demander beaucoup de temps, la vie de famille, la vie sociale, la famille, etc. Est-ce que tu as comme une routine en particulier ou quelque chose comme ça? Oui, puis en plus, rajouter à ça, moi et ma femme, on a un bébé de bientôt 9 mois là, à la maison, donc ça... Oui. C'est... Comment je peux dire ça? Je suis un peu... Quand je embarque dans une passion, je ne suis pas vraiment à 100%. Tu sais, mettons, il y a des gens qui, mettons, pour relaxer, comme ils vont, mettons, écouter la télévision, écouter une série télé, jouer à un jeu vidéo, quoi que ce soit. Je fais ça aussi, mais la majorité de mon temps, j'ai encore de l'énergie dans mon cerveau, puis à la place de relaxer, mais je travaille sur tous ces aspects-là. Fait que j'avais entendu une expression à un moment donné, comme pendant une entrevue que j'ai regardée sur Internet d'un homme qui disait « Je suis incapable de ne pas être productif ». Puis je connectais comme quand même assez bien avec ça. Fait que si jamais j'écoute une série télé ou je joue à un jeu vidéo, c'est vraiment parce que mon cerveau comme, est plus capable, j'ai besoin de relaxer. Mais de la façon habituellement, comme j'ai toujours comme de l'énergie, puis la majorité, comme ma femme, mes amis, sont comme on comprend pas comment tu fais, comme comment tu fais pour avoir encore de l'énergie, comment tu fais pour trouver du temps pour faire tout ça. Mais c'est je me fais dire la même chose. Je me fais dire la même chose. Oui, on vit la même chose. Eh oui, effectivement, je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis même quand tu relaxes, même quand tu dois te reposer, c'est en même temps une occasion parfaite pour te nourrir créativement par tout ce que tu peux consommer en termes de produits de fiction ou autre. Là, on s'entend. Là. Fait que, OK, ouais, j'aurais espéré que tu me sortes une formule magique pour la gestion de ça, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. J'essaie d'utiliser chaque seconde. Ouais. Comme par exemple, comme quand on devait, mettons, donner le biberon au bébé ou quoi que ce soit et tout, il était après s'endormir ou il était après comme faire une grosse crise ou quoi que ce soit, ben, je peux répondre à des messages sur ma communauté Discord ou que ce soit où j'écris quelques notes dans mon Google Keep le matin en mangeant mes céréales. C'est comme j'essaie d'utiliser le plus d'énergie que je peux pour prendre des notes. Puis éventuellement, quand j'ai du temps, ben, je peux prendre mon ordinateur, je suis sur la table de la cuisine, puis là, j'essaie de mettre ça un peu plus au propre et tout. Puis, mais ouais, il n'y a pas de formule, magique. Il n'y a pas de formule magique. Tabarnak. Okay. C'est toute l'entrevue pour ça. Je n'ai pas réponse à ma question. Mais okay. Si je la trouve, je te dis. Merci. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Parce que je veux dire,
au final, c'est pas tant pour moi, c'est plus pour mon entourage qui aimerait ça. Mais, OK. Avant-dernière question, je serais curieux de savoir, est-ce que, parce que là, Breathless ainsi que Charge et les autres projets que sur lesquels tu as travaillé, ça demeure des jeux qui, ça demeure que ce pas des bouquins de 400 pages qui ont un setting établi ou un univers établi comme hyper riche, hyper compliqué, qui ont vraiment une mise en contexte qui doit être vraiment assimilée par les DM et tout ça. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourrait t'intéresser un jour ou tu penses vraiment uniquement demeurer dans justement l'espèce de justement le concept d'un squelette qui peut être modelé par beaucoup de personnes aux alentours de toi? Mais je pense que de faire comme un squelette et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, L'autre chose oui. aussi, de faire des petits jeux sur une page ou deux ou quatre et tout, c'est premièrement comme c'est le fun parce que ça te permet d'avoir un sentiment que tu as produit quelque chose, Oui. puis de le livrer, puis de faire OK, j'ai fini avec, je ne vais pas passer comme, mettons, 2 ans à travailler sur, mettons, un jeu de rôle de 300 pages et tout, puis après ça, c'est difficile aussi de dire aux gens Hey, écoutez-moi, mon jeu, il est le fun, mais vous avez 300 pages à Page à lire. lire, oui. Fait que ça c'est une des raisons là, pour laquelle comme j'aime ça produire des contenus de plus petits. Par contre, j'ai un gros projet sur lequel je travaille, puis on s'en était parlé justement au mois de février lorsque je faisais une campagne de sociofinancement pardon, sur un jeu qui s'appelle Hopes and Dreams. Oui. Fait que pendant comment ça s'appelait? Oui. Zimo. Oui. Donc, j'avais sorti comme un squelette justement pour ce jeu-là, qui est un jeu comme, on ne parle pas de 300 pages, mais on parle probablement plus comme de 50-60 pages avec un système custom, un univers comme qui vient de ma tête avec comme des classes, des habilités, comme plein d'histoires, également là, plein pardon, des endroits, comme plusieurs détails, des détails sur des environnements avec comme des NPC à venir ajouter dans le jeu et tout. Fait comme ça va risque d'être mon plus gros jeu. Il est encore en développement. J'ai fait affaire avec une artiste également. C'est la raison pour laquelle je faisais une campagne de sociofinancement. C'était pour accumuler de l'argent pour payer une artiste pour faire des dessins pour les différents kits, les classes dans le jeu. Fait que ça, c'est comme mon plus gros jeu, mais encore là, justement, vu que c'est plus gros, ça demande plus de temps. Mhm. Fait que c'est quelque chose comme qui. J'aime ça sortir plein de petites choses, justement, parce Ouais. que j'ai ce sentiment de production, tu sais, que je suis productif et tout. Celui-là, c'est difficile parce que mon cerveau aime ça d'aller dans plein de directions en même temps puis de me focusser sur un seul truc pendant des mois. C'est compliqué, mais c'est un peu comme un défi personnel là, avec ce jeu-là. Fait que ça risque d'être mon plus gros projet, celui-là. OK. On manque de temps un peu, mais Oui. je te réinviterai pour revenir parler exclusivement de ça lorsque ça sera le temps là, de pouvoir présenter le projet et tout, mais je suis très curieux quand même. Est-ce que tout de même on va dire le squelette que tu mentionnais tout à l'heure du jeu est disponible quelque part actuellement? Oui, donc c'est disponible sur ma page Itch. Fait que j'imagine que tu vas mettre les liens, mais sinon hopesanddreams.fr et rpgs.com. Mais oui, le jeu est présentement encore disponible. Il est disponible pour 8 lorsque le jeu final va être comme release, mais à ce moment-là, je vais augmenter le prix. Donc, c'est encore possible de l'acheter à un prix réduit. Mais là, c'est juste comme le squelette, mais la version finale s'en vient. OK, très cool. Très cool. Et dernière question que tu as en même temps un peu répondu présentement, mais je suis curieux de savoir s'il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent, mais concernant justement le futur, Fairy, l'entité Fairy, Fairy's Game, Fairy App, qu'est-ce qui s'en vient pour le futur proche ou même le futur loin, autre que Hopes and Dreams? Oui. Euh, Premièrement, Faria, bon, le plateau, l'application plateau virtuel pour jouer gratuitement avec ses amis, je continue à chaque mois comme à travailler à rajouter des nouvelles fonctionnalités pour ça. Fait que j'ai pas de. J'ai rien à divulguer en ce moment par rapport à ça, mais il y a plein de nouvelles choses qui s'en viennent pour cette application-là. Sinon, côté jeu de rôle, il y a une version condensée de Charge qui va être un peu dans un format comme Breathless. Donc, Charge, on parle normalement comme d'un 16 000 mots. Donc, c'est quand même assez gros. Mais là, il va être comme condensé à 1000 mots sur un pamphlet un peu comme Charge. Donc, ça va s'en venir vers la fin de l'été. Puis, ça va être aussi disponible premièrement gratuitement et aussi en version SRD pour que les gens puissent faire des jeux avec cette version minimaliste de Charge. Fait que c'est le jeu, en ce moment, ça s'appelle Dash dans ma tête, là, comme le terme avec lequel que je vais. Donc, Dash devrait sortir d'ici la fin de l'été.
Et à l'automne, j'aimerais héberger un deuxième jam parce qu'on a déjà fait un jam. J'ai déjà organisé un jam sur charge, puis là, je vais en organiser un deuxième cet automne. Donc là, en date, là, c'est les plans pour ça. Puis sinon, d'ici la fin du mois de juillet, je devrais avoir le temps de terminer mon troisième jeu basé sur Breathless qui s'appelle Nomadic, qui est un jeu solo d'exploration et de survie. Donc, inspiré par No Man's Sky. Tu m'en avais parlé, c'est vrai. Ouais. Fait que ça va être ça va être comme deux pamphlets, un pamphlet avec plein de tableaux pour générer des planètes, la faune, des plantes, des arbres ou quoi que ce soit, puis comme pour générer des planètes à explorer, puis après ça, un autre pamphlet avec la feuille de personnage puis toutes les règles pour être capable de jouer justement comme essayer de trouver une planète pour l'humanité. Un peu un mix entre No Man's Sky et dans une galaxie près de chez vous. Hein. OK. Très cool pour vrai. Ça, c'est vraiment chouette. Tout aussi, même les jeux solo. Mon Dieu, on y aurait tellement de choses qu'on pourrait discuter là, sur le long terme, mais malheureusement. Il va falloir se reparler. Il va falloir s'en parler. Écoute, que tu reviendras me discuter ça va me faire plaisir pour de vrai. Je trouvais ça super intéressant de te jaser ça. Fait que merci beaucoup, René-Pierre DSGina, d'être venu discuter de Fari Games, Fari App, l'entité Fari qui englobe beaucoup de choses, dont justement de nombreux SRD, ainsi que des outils servant pour pouvoir justement émuler les systèmes de jeu avec l'aide de Fari App. J'espère que tu as apprécié ton expérience. J'espère que je n'étais pas trop traumatisant, ça s'est bien passé. Pas du tout. Bon. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me réchauffe le cœur. Ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Merci aux personnes qui ont écouté. Encore une fois, je vous conseille fortement d'aller voir dans la description de la vidéo. Il va y avoir tous les liens qu'on a mentionné, en fait, que ce soit tout l'ensemble de Fari va être présent. On dirait que je parle de quelqu'un, je trouve ça malade. Fari va être là. Fari va être là dans la description de la vidéo. Allez voir tous les liens menant aux différentes zones, sections, que ce soit l'application, les jeux, ou même justement menant vers les SRD. Ça va être accessible dans la description. Encore une fois, René-Pierre, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu me discuter ça. Je trouve ça super intéressant, puis c'est sûr et certain qu'on va se rejaser dans le futur pour une autre entrevue parce qu'on a encore beaucoup de trucs à échanger, toi et moi. Donc, merci à tout le monde et on se dit à la prochaine.